est-il encore bien efficace? Et donc cette session est animée modérée par Sylvie Valentin et Christelle Letiste. Bonne session. Alors pour commencer la session, moi je voulais dire que j'avais été très surprise en fin de compte. Alors juste, c'est bon, vous entendez? Non? Ça va être un peu dur. D'un autre côté, il reste une place ici si quelqu'un veut venir. Sur la ligne. Il y a des personnes Alors moi je vais essayer de parler un petit peu plus fort, donc j'invite tout le monde ici à parler plus fort pour que tout le monde entende. Donc moi Sylvie Valentin, je travaille pour un grand groupe en tant que responsable du recrutement. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'avais été très surprise en fin de compte par la thématique entretien inutile et inefficace. Quand on travaille dans le recrutement, on peut se poser la question effectivement du bon fondé des entretiens, si ce n'est qu'à aujourd'hui, c'est quand même mon poste aujourd'hui et c'est mon quotidien. Voilà, donc aujourd'hui on fait des entretiens physiques. Voilà, qui peuvent être dispatchés entre l'opérationnel et les fonctions ressources humaines. Donc la session aujourd'hui pourrait s'articuler sur justement les différentes pratiques que vous mettez en place au niveau de vos différentes entreprises afin qu'on puisse échanger justement sur la vraie valeur des entretiens. Est-ce qu'ils sont inutiles, est-ce qu'ils sont efficaces, inefficaces ou au contraire justement efficaces et utiles. Donc je vous laisse... Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est comment mesurer l'efficacité d'un entretien? Alors l'efficacité d'un entretien, moi de mon côté, je la mesurais par le fait que le candidat intègre la structure et surtout qu'il y reste. Donc après, comment est-ce qu'on fait justement pour avoir cette adéquation et trouver le bon candidat par rapport au profil recherché? Est-ce qu'aujourd'hui, vous passez par des entretiens physiques, des entretiens téléphoniques? Quels sont les moyens que vous utilisez? Alors moi je travaille dans un cabinet de recrutement. Du coup quand on recrute les candidats, c'est pas nécessairement pour un poste en particulier. Ou alors on avance ces tarifs-là dès le début de l'entretien. Et je pense que ça aide à les rendre plus efficaces parce que du coup on échange sur leur parcours et leurs souhaits dans un cadre général. Et nous après ça nous permet de mieux cibler le type de poste et surtout être plus à même de dire non, tel poste ça va pas le faire pour telle et telle raison. Après on peut le faire en toute transparence et rebondir sur ce qu'il nous a dit en disant j'avais tel poste à vous proposer mais dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça va pas vous convenir pour telle et telle raison, ou au contraire rebondir sur ce qu'il nous a dit pour mettre en face un poste qui correspond. Et ça, je pense que du coup, ça désamorce le côté qu'on a tous eu, je pense, en entretien quand on en passait pour nous-mêmes, de vouloir se survendre par rapport au profil de poste qu'on a en face. Et je pense que ça peut être un bon moyen, mais en effet, en entreprise, c'est plus compliqué, parce que quand on convoque un candidat, donc on vote pour un poste, il a répondu à l'annonce, il a vu l'annonce, il a vu le poste, donc il est capable de... déjà, il se conditionne en fait dans sa tête. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Je veux dire, quand on passe un entretien, est-ce qu'on est toujours obligé de se survendre et d'aller justement avoir un rôle d'acteur entre parenthèses? Ah non, je pense que il ne faut pas d'ailleurs le faire. Ça c'est certain, mais je pense que justement il y a certains candidats qui le font malgré tout et ils y perdent au final parce que même quand on intègre une société sur un poste qui ne convient pas, finalement ça ne plaît pas, on n'est pas efficace, on ne correspond pas au poste, etc. Mais après le rôle du recruteur, c'est justement peut-être très vite, dès le début de l'entretien, instaurer un climat de confiance au maximum pour pouvoir laisser le choix au candidat justement de dire non, parce que c'est ça aussi. Je pense que quand on est candidat en entretien, on est obligé de dire oui, parce qu'on a la chance d'être en entretien avec un poste potentiel à la clé, et donc on se sent peut-être obligé de dire oui à tout. Et le rôle du recruteur était justement de laisser le dialogue ouvert. Moi, je suis un peu déçu parce que je pensais qu'on allait dire que l'entretien était inutile et inefficace. Ça dépend, vous laissez. Inutile et inefficace, allez-y. Oui, je parle un tout petit peu. Oui, non, je pensais qu'on allait dire que l'entretien était inutile et inefficace. C'était super comme titre, bien provocateur, etc.
un peu comme à un moment donné, on avait dit que le CV était inutile et inefficace. Quoi. Donc en fait, l'entretien est inutile et inefficace, le CV est inutile et inefficace. À quoi servent des recruteurs? C'est juste une blague en passant. Je pense qu'après, il faut repositionner aussi qu'est-ce que c'est que l'entretien. Est-ce qu'on est en train de parler d'entretien en face à face? Est-ce qu'on parle de Skype? Est-ce qu'on parle d'entretien au téléphone? Est-ce qu'on parle d'assessment, de mise en situation, etc. Où s'arrête l'entretien? Où est-ce qu'il commence? Après, il y a tout type d'entretien. À nous de définir, je veux dire, ce qui est efficace et ce qui n'est pas. Physique, en l'occurrence, moi je parlais plus de l'entretien physique sans assessment ni rien, basique entre guillemets. Mais c'est vrai que oui, il y a d'autres choses. Pour recruter ou pas? Pardon? Pour recruter. Oui, pour recruter. recruter. Alors juste, moi pour rebondir sur ce que vous dites, je ne ferais pas forcément la même séparation en mettant entretien physique ou entretien physio ou autre, plutôt que le format de l'entretien, mais c'est une séparation qu'on peut faire. Je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de voir à quoi ressemble l'entretien, donc quelles sont les questions qu'on va poser, comment on va s'y prendre. Moi je suis psychologue du travail, je travaille sur les problématiques d'évaluation, et je peux vous donner un chiffre par exemple comme ça. Si on prend en France tous les processus de recrutement, les études montrent qu'on a 20% de chance de prendre la bonne décision à l'issue d'un entretien standard. L'entretien standard, c'est quoi? C'est celui qu'on fait depuis des dizaines d'années. Entretien biographique, qu'est-ce que vous avez fait? Parlez-moi de vous, qui n'est pas forcément le plus pertinent. Je pense que les personnes qui sont ici se posent d'autres questions, ils ne doivent pas avoir l'habitude de ces entretiens-là, mais aller plus loin, ce qui est déjà bien. Quand on va partir sur les entretiens centrés sur les compétences, on va déjà augmenter ses chances naturellement. On parlait juste avant, on avait amorcé juste avant cette session une question, on n'a pas eu le temps d'en discuter, c'est de savoir, aujourd'hui on est beaucoup de recruteurs, mais qui est-ce qui recrute le plus? Ce ne sont pas nous, parce que derrière il y a tous les opérationnels, tous les managers qui font passer les entretiens. Et la question c'est de savoir comment ils vont faire l'entretien, ils sont très bons dans leur métier, est-ce qu'ils vont être bons recruteurs pour autant? Donc moi ce qui m'intéresserait c'est d'avoir des retours de personnes qui travaillent en collaboration avec les opérationnels et qui peut-être auraient entrepris des actions conjointes, de les former. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ça peut arriver, fonction des managers et des retours qu'on a, parce qu'on s'aperçoit qu'à partir du moment où les opérationnels travaillent sur la technique et interrogent les différents candidats sur la technique, les entretiens peuvent durer 2 heures, 3 heures, parce qu'ils sont passionnés. Le but de l'entretien, c'est pas d'aller si loin, c'est vraiment d'évaluer les compétences dans un temps quand même minimum, d'approfondir suffisamment, mais cela étant dit, de rester sur quelque chose d'assez global. Aujourd'hui, on peut être amené à accompagner les managers dans le recrutement, de faire des entretiens en binôme, de les coacher pour leur apprendre justement à aller directement sur les différents points importants, en tout cas qui importent sur le poste. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours un entretien RH pour évaluer justement les aptitudes des candidats à intégrer la structure, puisque en plus des compétences techniques, on a aussi quand même des valeurs humaines qui sont importantes et qui font aussi sans doute que le turnover est quand même restreint et que les gens se sentent bien au sein de la structure. Donc après, je ne sais pas vous, comment vous faites au niveau des entretiens, comment est-ce que vous gérez? Est-ce qu'il y a toujours des doubles entretiens? Pour ma part, je travaille donc pour un groupe d'assurance, on recrute beaucoup. Et on s'est posé la question récemment, donc je rebondis sur ce que vous venez de dire, de savoir qu'est-ce que l'on souhaite mesurer dans l'entretien, à quoi sert notre questionnement, et un questionnement peut-être parfois un peu automatique, avec du coup des réponses automatiques, et puis du coup des fois un recrutement qui n'est pas forcément efficace. Donc on s'est posé la question nous-mêmes, et on a posé la question aux opérationnels avec lesquels on recrute. Et on a creusé avec eux quels sont les points que vous souhaitez vraiment aborder, quelle serait la bonne question pour vous pour aller chercher ce point-là précisément, comment rebondir, etc. Pour vraiment creuser, et puis on va dire évacuer les questions un petit peu standards, parlez-moi de vous, de votre expérience, qui conduisent pour moi des entretiens, dans la plupart des cas, alors on va dire peut-être inefficaces, en tout cas même si on recrute, on ne sait pas si vraiment on a bien recruté. Donc accompagner les managers et les questionner, c'est vraiment important. Alors comment Pour vous avez... Pardon. Non, vas-y. Moi, je suis aussi en cabinet, et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure et faire le lien avec tout ça, nous, en cabinet, je trouve qu'on a vraiment cette place pivot. À la fois, on peut s'appuyer sur les tests de personnalité, puisqu'on travaille avec ça. On peut s'appuyer sur la connaissance de la marque employeur, des éléments qu'on a obtenus de la RH. Et on a cette relation transparente avec les candidats, qui vont peut-être avoir plus naturellement avec nous qu'ils auront à final.
et pour pouvoir lui laisser le choix aussi. C'est-à-dire dans cet entretien, c'est vraiment, on est là pour vous proposer une opportunité, et est-ce qu'elle va vraiment être une opportunité pour vous ou pas? Donc c'est en discuter avec eux, et c'est là moi où je trouve qu'on a vraiment une efficacité et un intérêt dans ces entretiens, parce que comme tu le disais, ce sera peut-être pas pour ce poste-là, on va peut-être l'identifier sur autre chose. Au départ, il est venu en nous disant ça m'intéresse, ou il a répondu, et puis au final, on va se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres éléments, et c'est aussi l'amener à faire des liens entre, ok, parlez-moi de vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre CV, mais surtout, si vous aviez à vous projeter sur cette nouvelle expérience, qu'est-ce que vous pourriez en utiliser? Quand on a des résultats de tests de personnalité, c'est bien, tiens, j'ai trouvé ça et ça chez vous, comment vous pouvez le mettre au service de cette entreprise? Ou alors, il y a ça que j'ai vu et qui, au contraire, me paraît moi plutôt être défavorable. Donc, moi, j'aime bien cette idée d'entretien dans lequel on va pouvoir être un pivot et se servir de plein de choses différentes pour justement y donner quelque chose qui a un autre goût que juste à la fin, parlez-moi de vous plutôt. Alors moi, je joue un petit peu la provocation. Je joue surtout le rôle des candidats. À l'époque, j'ai passé des entretiens dans le cabinet de recrutement, des entretiens viviers. Donc, l'entretien, on n'a pas de poste, mais on veut quand même parler de vous, de savoir ce que vous faites, etc., votre sensibilité. Donc aujourd'hui, je fais partie d'une SS2I. Je fais passer aussi des entretiens comme ça sur profil, vivier toujours, et beaucoup de candidats m'ont dit, moi je le dis au téléphone, en annonce direct, mais beaucoup de candidats disent c'est pas utile, à partir du moment où vous n'avez pas de poste derrière. Donc moi, je fais passer des entretiens sur profil pour les recruter. Bon, il y a un recrutement qui se fait derrière, parce qu'on recrute par anticipation. C'est plus dans ce ton-là, en fait, de l'aspect du candidat. Est-ce que vraiment l'entretien sur vivier, l'entretien sur profil est jugé vraiment utile? Parce que pour certains, c'est une perte de temps, etc. etc. Donc, pour avoir travaillé dans plusieurs cabinets, ça dépend vraiment des cabinets. Il y a des cabinets qui, en effet, on est là pour se parler de manière transparente, c'est un peu de l'abattage. Il y en a d'autres qui donnent beaucoup plus de valeur à l'humain et au candidat en lui-même. Et ce qui, au final, est un gain de temps et donc d'argent pour le consultant aussi en lui-même. C'est que quand on cible un candidat précis pour un poste, qu'il fasse l'affaire ou pas, c'est pas grave. Au moins, on a bien creusé, au lieu d'avoir 10 000 candidats dans son pool de candidats, si on n'en a que 10, enfin, de mon point de vue à moi, c'est beaucoup plus intéressant et plus efficace, justement, quand on parle de notion d'artiste. Mais ça dépend du cabinet, de la stratégie, de ses méthodes. Parce que de toute manière, derrière, les recruteurs, enfin, il faut être transparent. Beaucoup de recruteurs sont jugés sur le quantitatif et pas sur le qualitatif. Donc à partir de là, même si on est intéressé de faire de l'humain, et moi j'ai choisi les ressources humaines pour ça, faire de l'humain, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il y a un moment où on se dit, voilà, on doit atteindre notre objectif de 15 entretiens par semaine, admettons. Donc il faut commencer à avoir cette notion de faire des entretiens entre guillemets inutiles. Donc est-ce que certains ont eu ce petit problème au final? Je pense que il y a beaucoup de questions en fait là-dedans. Alors je suis super, on a un petit du travail, moi, un spécialiste. D'abord, qui mène les entretiens? Moi j'ai toujours été effaré, je suis désolé, alors je suis très vieux, j'ai 47 ans, donc, mais j'ai toujours été effaré de voir des petits jeunes dans les grosses boîtes être mis sur des postes de chargé de recrutement, jeunes diplômés, en situation de toute puissance, parce que quand même celui qui fait passer l'entretien de recrutement, il est dans le pouvoir. On verra peut-être là, il est dans le pouvoir, la toute puissance, etc., etc. Il va recevoir des gens qui ont peut-être 7-8 ans, 9 ans d'expérience, avec cette capacité d'appuyer en fait sur le bouton et de dire non. Bon. Déjà, ce qui représente 90% du temps du recruteur, dire non. Du plus souvent oui, que oui, qui dit non? Après, ça dépend, il y a la sélection à la base quand même. D'utiliser les entretiens dans les entreprises, ça c'est la question qui est posée aussi. Je crois que les entreprises, il faut aussi qu'elles évoluent, parce que faire mener aujourd'hui des entretiens à des gens en leur disant vous allez avoir un quota de 10-15 entretiens à faire passer, ça ne veut strictement rien dire. L'objectif de quelqu'un à un moment donné dans une entreprise, c'est de constituer un vivier ou c'est de trouver des bons collaborateurs et au final de recruter. Ça c'est un objectif. Un objectif de mener des entretiens, ça veut tout juste rien dire. Bon. Troisièmement, qu'est-ce qu'on mesure dans un entretien? Le fond, la forme. Moi, je suis aussi sensible à ce que je vais entendre qu'à ce que je vais voir. Voilà. Comment la personne se tient, comment elle sourit, comment... Après, généralement, je vais voir en plus mon assistant, je lui demande, tiens, qu'est-ce que tu en penses, comment il s'est présenté, etc., etc. Donc, l'entretien, c'est tout ça. Voilà, j'ai envie de passer je rebondis sur la première question, c'est pour peut-être défendre la cause des jeunes chargés de recrutement. C'est peut-être pas une question d'âge, mais plutôt une question d'expertise, parce que je travaille dans un cabinet de conseil qui forme les managers, les opérationnels, mais aussi les RH
à l'entretien de recrutement, professionnaliser l'entretien de recrutement. Je vous assure, j'ai vu des opérationnels et des fois, c'est encore plus triste, les RH qui ont une expérience de très très longues années et qui font un entretien, mais une efficacité totale, le temps de parole, c'est plus... Je parle de moi-même en tant que recruteur ou de l'entreprise plutôt que j'essaie de comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc juste aussi poser au bon endroit le curseur, c'est pas l'âge, c'est plutôt... On peut être un jeune con et un vieux con. Hein, ça... Moi, après, je me pose la question par rapport au sujet en lui-même, c'est-à-dire qu'on dit l'entretien. Si pas d'entretien, quelle autre alternative? C'est la question qu'on se pose. Alors nous tous on défend notre paroisse parce que typiquement moi je suis recruteuse et je vais dire l'entretien clairement c'est utile. Et je me dis par exemple les candidats ils ont trouvé un peu des façons innovantes de postuler avec les CV un peu sous table ou encore même des gens qui ont trouvé des annonces Le Bon Coin etc. pour créer un CV. Je me dis est-ce qu'à un moment donné le recruteur doit pas aussi un peu innover et typiquement je crois que c'est au Japon où ils font un petit peu c'est très militaire mais je crois qu'ils font des Monday pour les recruter. Donc je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut juger forcément une personne sur ce que l'on voit ou sur ce qu'on évalue en entretien et peut-être même dans une mise en situation, chose qu'on fait de pas beaucoup les recruteurs, c'est-à-dire les qualifications de recrutement ou les jeux de rôle ou parfois même des situations de stress qui peuvent être intéressantes pour une entreprise, par exemple dans la finance. Est-ce que c'est pas de cette façon-là qu'on devrait étudier, voir une autre façon de faire l'entretien? La question, c'est de savoir à quel moment on place aussi l'entretien, parce qu'on le disait, depuis quelques années, on expérimente ce qu'on appelle une évaluation, où finalement on va tester des aptitudes et ensuite seulement on rencontre des candidats. Donc l'entretien n'est pas du tout le même, puisque les candidats ont les aptitudes, et là on les rencontre et on échange avec eux sur leur projet, sur leur poste. C'est pas le même entretien que s'ils avaient déjà dû, comme on le disait, se vendre avant même d'accéder à la je rebondis juste sur ça, sur un processus de recrutement qui fonctionnerait comme ça. Oui. Quand on reçoit un certain nombre de candidatures, puisque là je vois des gens qui travaillent dans des grands groupes, des gens qui travaillent dans des cabinets, on parle quand même de volume aussi. Oui. Quand on parle de volume, on ne peut pas faire passer les tests d'aptitude à tous les candidats. Eh bien, faire une sélection en amont. Eh bien si, là concrètement pour vous donner un exemple, on fait d'abord et avant tout une information collective où on explique ce que sera le métier, comment se passera le processus de recrutement. On le fait avec le Pôle emploi sur certains postes. Et ensuite, les personnes qui sont intéressées s'inscrivent et passent les tests. Toutes les personnes intéressées passent les tests. Et toutes les personnes ayant réussi le test sont rencontrées en entretien. Et on parle de quel type de profil? On est sur des profils de type front office, par exemple, des postes de plateforme au téléphone, voire des postes de conseiller en agence. Donc, après, évidemment, quand on est dans cette approche, c'est un petit peu l'opposition entre un CV, est-ce que c'est un bon outil, versus les tests d'aptitude, est-ce que c'est un bon outil. Entre les deux, disons que là, à ce moment-là, le CV nous sert plus. Oui. Maintenant, dans les bonnes pratiques, attention, on va peut-être pas forcément être dans la démarche de recruter les meilleurs, de sélectionner les meilleurs, mais plutôt d'enlever les pires. Le téléphone est super utile pour ça parce que ça permet de faire ce premier contact et pas uniquement sur les compétences de base, mais aussi sur les motivations de base, ne serait-ce que le salaire, et ça permet de gagner énormément de temps. Donc on voit déjà si le job correspond un peu à ce que la personne veut, si salarialement ça peut passer, ça permet vraiment de gagner du temps et alors là de faire un entretien qui est plus qualitatif. Et là je trouve que la mise en situation est vraiment pratique parce qu'elle permet à la fois d'avoir des exemples de cas concrets, mais en plus de voir comment le candidat collabore avec les autres et comment la mayonnaise prend au sein d'une équipe. Et ça, c'est ce que j'ai constaté comme outil le plus efficace. Et c'est pas forcément des cas concrets propres. Ils font des recrutements assez atypiques, où ils posent une question, comment vous montez un ascenseur, ou je sais pas, des sujets complètement loufoques. Et Critéo, et je me dis typiquement, bon, c'est une façon de faire d'un entretien où on réfléchit plus comment la personne se débrouille, réfléchit dans la vie de tous les jours, que plus par rapport à une aptitude par rapport au poste de jeu en fait. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, c'est un sujet qui est quand même vachement large, parce que là on va de la mise en situation en passant par un entretien individuel. Il y a peut-être une question quand même aujourd'hui à se poser, c'est qu'il y a peut-être des entretiens effectivement qui sont inutiles. On en revient au quota d'entretien par exemple pour un jeune attaché de recrutement en disant attention, si tu fais pas tes 25 entretiens ou tes 30 entretiens tu vas prendre la fessée. Ça n'a aucun sens. Ou alors c'est de la recherche d'éléments administratifs. Tu vas faire remplir des dossiers candidats à des gens et tu vas les aider à remplir les cases. Mais le RH, il est objectivé sur la quantité ou il est objectivé sur le taux de transformation? Sur la qualité. Pas en agence. En agence, c'est souvent chiffre. Il y a peu, enfin, ça arrive, mais
l'air de rien, le bonus, l'argent, c'est sur le nombre de recrutements faits. Ça, c'est difficile à quantifier la qualité quand on parle d'objectifs bonussables. Et c'est ça qui est difficile. On dit pas que le système est bon. Hein. Non, mais c'est un levier pour justement bonifier. Après, je vais chanter très très faux, mais je vais prendre une chanson de Dalida qui dit des mots, toujours des mots, les mêmes mots. À un moment, l'entretien, ce ne sont que des mots. Donc moi, si je suis candidat, je peux vous dire des choses. Je peux aussi, si je suis très bon dans ma communication, savoir quoi dire. Avoir des entretiens où on est vraiment en écoute de ce que l'on est et on est moins dans le paraître. Je trouve que voilà, c'est difficile, et apporter les conditions pour être dans le vrai et dans le juste, non pas pour avoir le poste, mais pour avoir la bonne adéquation. Donc ça, c'est la première chose. J'ai bien aimé la réflexion sur le fait que y a différence entre faire un entretien pour un poste ou faire un entretien pour être un potentiel. Parce que quand je rentre dans une entreprise, oui, je rentre pour un poste, mais dans 3 ans, j'espère quand même évoluer. Donc il faut évaluer aussi au moment de cet entretien à la fois la capacité à prendre un poste et une situation, et aussi la capacité à évoluer. Et le troisième point, c'est de dire des paroles, certes, mais c'est aussi les actes. Pour vous donner un exemple de benchmark qu'on a fait, il y a un directeur marketing dans une société de luxe qui a décidé de recruter ses chargés de marketing en disant écoutez, voilà, moi j'ai un cas très clair, c'est que je dois sortir une autre femme innovante, et vous allez commencer à faire le job. Et vous allez passer un rendez-vous marketing, et je prendrai la personne qui a la meilleure idée et elle va mettre en œuvre l'idée qu'elle a. Voilà. Et donc on est directement dans la concrétude, je ne sais pas comment dire, dans le concret, et on est déjà dans l'expérience candidat, qui est déjà une expérience collaborateur, et en fait on a déjà un pied dans la boutique. Donc c'est, voilà, on sort des entretiens et on est plus sur les actes. Et dernier point, je soutiens aussi des gens à Dauphine, des jeunes étudiants qui sont à longueur de temps en train de me dire « faut que je travaille mon CV ». Je dis « mais vous avez tous le même CV, ok ? Vous voulez tous postuler au même poste, dans les mêmes entreprises. » Je dis « ce qui fera la différence dans l'entretien, c'est votre personnalité ». Voilà. Et aujourd'hui, on travaille sur, non pas le marketing employeur, mais on travaille sur le marketing candidat, de comment je me présente à l'entreprise pour justement être dans non pas la vantardise de mes compétences, parce que je suis désolée, mais quand on sort d'une école, je ne suis pas sûre qu'on sait beaucoup de choses, malheureusement. On a tout à t'apprendre, mais on a une personnalité, on a un potentiel à travailler en équipe, on a un potentiel à rentrer dans un métier, on a un potentiel à évoluer dans une entreprise. C'est en ça que moi je rebondis sur ce que vous dites, sur le fait de dire des mots, rien que des mots. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'en entretien, c'est justement pas que des mots. C'est tout ce qu'il va y avoir autour, c'est la façon de c'est ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, quoi. C'est la façon dont la personne va se comporter, va nous donner envie, nous en tant que recruteurs, de pouvoir le faire aller plus loin, de pouvoir voir s'il a un potentiel d'évolution, de voir. J'ai reçu un descriptif de poste hier d'un client. Et dans le descriptif de poste, il m'avait indiqué quelqu'un. Et j'ai adoré ça parce que j'ai trouvé que c'était pour la première fois, j'avais vraiment un recruteur qui parlait de quelque chose. Mais il faut faire attention à rester dans l'évaluation. Il faut faire attention à rester dans l'évaluation et ne pas tomber dans l'appréciation en fait. Savoir surtout qu'est-ce qui l'a amené à me dire ça et qu'est-ce qu'il avait envie d'avoir comme type de profil derrière. Et je trouvais ça marrant dans un descriptif de poste. Et est-ce que vous recrutez la personne avec qui vous aimeriez travailler ou la meilleure personne pour travailler dans le... Vous voyez, moi ce qui me gêne en fait dans les entretiens, c'est soit on est hyper bien formé et on n'a pas ce biais de dire putain ce mec il est génial, je l'adore, ah ouais il serait trop bien dans l'entreprise parce que j'aimerais travailler avec lui, alors qu'en fait il faut un métier de comptabilité, il faut être organisé, rigoureux, machin, etc. Et c'est peut-être pas... Est-ce que les managers opérationnels n'ont pas cette réaction-là pour leurs équipes? Parce que moi je constate par exemple au niveau ressources humaines, j'ai parfois cette frustration de si je fais un entretien, s'ils ont décidé que c'était le bon, je peux dire n'importe quoi dans mon rapport, ils l'engageront et oui c'est bien, bon d'accord t'as un ou deux comme ça, c'est pas grave, c'est lui. Est-ce qu'au final dans l'opérationnel c'est pas ça qu'ils cherchent, c'est la personne avec qui ils verraient bien boire un café autour de la machine à café. Mais c'est pire que ça. Ils cherchent les deux et c'est comme ça qu'ils font la différence. C'est quelqu'un qui est très bon à un niveau de compétence, forcément on prend la personne avec qui le feeling passe le plus. Après nous aussi je pense qu'en tant qu'RH, quand on recrute pour d'autres équipes, que ce soit au sein de notre entreprise ou dans une autre entreprise,
c'est là où notre compétence à nous s'arrête. Après, on a comment dire, on est conseil, donc on conseille, mais on ne peut pas imposer, parce que de toute façon, on est moins légitime que l'opérationnel qui va travailler avec. Et c'est là où ce que disait monsieur tout à l'heure est intéressant sur la formation des managers, c'est que oui, en tant que RH recruteur, on a un rôle de conseil, mais aussi on a un rôle de formateur des managers à l'entretien de recrutement. Moi, je sais que dans mon entreprise, j'ai formé les managers en recrutement, et là, on est en train de mettre en place une méthodologie un peu plus poussée qui vient des États-Unis sur les compétences, les entretiens basés sur les compétences. Un entretien, pour moi, je ne sais pas, c'est quand même évaluer des compétences aussi, bien évidemment, une personnalité. À la base, on recherche quand même des compétences pour un poste. Donc un entretien est quand même coupé à la base. C'est quoi des compétences? Les compétences, c'est le savoir-être, savoir-faire, ce qu'on va mettre en œuvre dans un poste pour réaliser les tâches. C'est partir d'une fiche de poste, un descriptif de poste, et transformer ce que recherche l'opérationnel ou le client en compétences du style orientation résultat, travailler en équipe, manager une équipe, je pense qu'il faut donner du sens, ça sont des compétences. Et moi ma question c'est, est-ce que votre rôle de RH, c'est pas justement de mesurer et d'évaluer les compétences d'une part, les motivations d'autre part, pour présenter aux opérationnels ou à vos clients les meilleurs candidats? Non, mais c'est surtout qu'on se rend souvent compte que sur un descriptif de poste figé, il y a plein de compétences, souvent ils sont longs comme ça, oui, qui ne servent à rien. Et quand on les décortique une par une avec le client opérationnel, il dit bah oui, non, ça c'est vrai qu'en fait, c'est pas indispensable. C'est aller chercher le sens qu'il y a derrière. Par exemple, le sens de l'humour, c'est peut-être prendre du recul sur certaines situations. En l'occurrence, ça m'a juste permis, moi, de pouvoir en discuter avec l'opérationnel pour savoir ce qu'il mettait derrière ça. Exactement. Et pour lui, c'était quelqu'un qui a la capacité à pouvoir prendre du recul sur lui, à être aussi dans la capacité d'avoir de l'autodérision sur lui, sur certaines choses, et de ne pas se prendre de plein fouet alors qu'il va être sur un poste qui est très en amont sur du développement. Donc ça m'a permis de pouvoir voir ce qu'il y avait derrière, mais je trouvais que c'était marrant pour une fois d'avoir quelque chose d'un peu, en fait, on voit bien différenciant. L'entretien, il est efficace et utile, et surtout s'il est complété. C'est ce qu'on a dit, c'est des mises en situation, c'est voir plusieurs entretiens, c'est l'utilisation d'outils d'évaluation de personnalité. Le seul entretien, je pense qu'il n'est pas aujourd'hui suffisamment efficace. Moi, je prends une métaphore qui me date de mes études de droit, s'il y a des juristes dans la salle. On parle à un moment donné d'intime conviction concernant la culpabilité d'un éventuel accusé, et on parle de faisceau de présomption. L'entretien n'est qu'un faisceau de présomption parmi d'autres. Et heureusement qu'on se gourre, parce que ça veut dire qu'on travaille sur on n'est pas des robots. Mon boulot de recruteur, moi, c'est d'abord de visiter l'entreprise, de goûter les produits. Je suis dans l'agroalimentaire, de m'intéresser à la fabrication, etc., etc. Pour le jour où je suis en face d'un candidat, pouvoir à la fois parler de l'entreprise comme mon client pourrait en parler, et me mettre à sa place, dans sa peau, et me dire tiens, moi je suis mon client, est-ce que j'aurais envie de travailler avec ce gars-là? C'est pour ça que je posais la question des compétences tout à l'heure. Et les compétences, c'est bien, mais quelquefois quand on remet comme ça des fiches aux ingés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des croix. Ils passent leur entretien à faire des croix. Ah ouais, j'ai la bonne compétence. Ah ouais, paf, paf, paf. Et puis à la fin, il y a une addition. Et puis d'autre part, et j'ai remarqué une autre chose, c'est que quand vous faites une case risque, vous voyez, la case risque, c'est toujours au détriment du candidat. Et il suffit qu'il y ait un risque pour que votre candidat, il le black out. Et quelquefois, c'est encore pire que ça, l'ingénieur, le candidat a su le faire parler, il lui a dit tiens, c'est extraordinaire quand on appuie sur votre bouton ici, là. Le candidat n'a pas placé un mot pendant 3 heures, et l'ingénieur, qu'est-ce qu'il dit? Je suis là, bien sûr, il lui a parlé de lui pendant 3 heures et de son invention géniale. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, parce qu'on a parlé tout à l'heure, vous disiez que c'était large entre l'entretien, la mise en situation, la simulation. La mise en situation, la simulation, ça fait peur, parce que c'est chronophage, parce que c'est pas forcément évident. Et on parlait du manager tout à l'heure, il n'est pas forcément formé, et surtout le recrutement, même s'il est censé en faire, ça ne fait pas partie de ses tâches primaires, il a plein d'autres choses plus urgentes. Donc ce qu'on peut faire dans la formation des managers, c'est peut-être leur dire ok, tu peux pas faire une mise en situation, tu n'as pas le temps, pose des questions de mise en situation, plutôt que de dire au candidat est-ce que vous avez déjà fait ça, de dire ok, voilà, on a telle situation, comment vous réagissez, et de ne pas poser la question en se disant tiens, sa réponse me plaît bien, parce qu'on sera plus dans l'appréciation que dans l'évaluation, mais de poser une question en attendant spécifiquement, en sachant ok, je sais que telle et telle réponse seront des bonnes réponses et tout le reste ça me va pas sur ce que j'attends, et en posant quelques questions comme ça par poste,
en ayant mené en amont une démarche, comme vous mentionniez tout à l'heure, de recherche des compétences, et les compétences ça peut être aussi sur des aptitudes, ça peut être sur des traits de personnalité, comme vous le disiez, on peut arriver à une évaluation toujours en gardant uniquement un entretien, donc quelque chose de pas trop chronophage, qui, en termes à mettre en place, puisque l'entretien vous en faites déjà, la différence c'est qu'est-ce que vous mettez dedans et quelles sont les questions que vous allez poser à vos candidats. Donc là vous allez pouvoir significativement augmenter le taux de succès. Après, il faut savoir si vous voulez recruter un bon professionnel ou un bon candidat. Parce que les bons candidats, ils plaisent à tout le monde. Effectivement, ils sont super en entretien. Et en sortant d'école de commerce, ils sont top. Ça, je rebondis sur ce que vous dites, vous les formez super bien pour ça. Derrière, un bon candidat, ça ne veut pas dire que c'est un bon professionnel. Et parfois, on a des très bons professionnels qui sont de très très mauvais candidats. Et je ne regrette pas. Mais ces gens-là, on arrive à y accéder en sortant du cadre de l'entretien classique et vraiment en allant chercher la compétence à travers effectivement des questions de mise en situation et du concret. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous dites, alors oui, c'est chronophage, mais justement, je pense qu'il faut prendre du temps avant avec les managers. Tant pis, on va perdre entre guillemets du temps, même si c'est pas vraiment du temps perdu. Et moi, je sais qu'on l'a fait, ce sont les managers qui nous ont formés aux mises en situation, puisque là c'était des commerciaux par exemple. Et nous, RH, on s'est approprié ce matériel-là, et aujourd'hui on le fait. Et régulièrement on y retourne, parce que voilà, on passe. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres techniques pour évaluer les candidats? Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les communautés, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez en amont? Une évaluation Oui, au niveau des expertises, par exemple sur des profils très techniques, les gens interviennent dans les différentes communautés et ça permet effectivement des fois de ressortir tel ou tel expert, de pouvoir le contacter. Alors, le contacter, ça reste un moyen pour le contacter, peut-être effectivement de l'avoir repéré sur un forum, etc. Après, ça n'empêchera pas qu'on va quand même être obligé à un moment d'aller faire des liens pour pouvoir aller trouver ces fameuses compétences. Et ça peut être un moyen d'identification à mon sens, mais pas de validation. Pas de validation, moi je dirais pas de validation. Sur différents réseaux sociaux, au niveau technique, mais forcément c'est au niveau du savoir-être, ça passera dans l'équipe. Moi je suis dans le domaine de l'informatique, il y a énormément de divas dans le domaine de l'informatique qui travaillent très très bien, qui sont très bons dans leur domaine, mais après pour s'intégrer dans une équipe c'est une vraie catastrophe. Donc ils préfèrent prendre des profils un peu moins bons qui font monter en compétences dans l'équipe, qui sont honnêtes en entretien, qui disent ça je connais pas, etc. Mais plutôt prendre des profils super des bouquins, etc., mais qui ne touchent plus le sol. Pour répondre à la question par rapport à est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils, parce qu'on a cité entretien, les tests de raisonnement d'aptitude, tests de personnalité, mise en situation. Effectivement, aujourd'hui, on va dire la nouvelle tendance un petit peu qui commence à exister dans le marché français, pas tellement, mais ça que c'est en début, ce sont des questionnaires de situation, du jugement situationnel, par exemple. Ça peut être un outil, tout simplement, on met ça sous forme de serious game ou sous forme de... Ça reste un questionnaire, ça c'est pas innovant, mais ce sont les questions qu'on va poser, le contenu qui peut être différent. C'est-à-dire on va peut-être pouvoir évaluer est-ce que dans telle situation la personne, comment elle réagit et du coup est-ce qu'il y a une adéquation à la culture de l'entreprise. Voilà, est-ce qu'il va valoriser telle chose ou telle chose. On peut aussi faire l'évaluation des compétences aussi à ce stade-là. Maintenant je rejoins, c'est d'identification, de présélection. Sur du gros volume. Après, on parle beaucoup, je trouve, de l'entretien, par exemple recruteur et candidat, mais je trouve qu'en tant que cabinet de recrutement, il y a aussi beaucoup l'entretien avec le client. L'évangéliser parfois sur certains sujets, il veut forcément une grande école. Pourquoi le salaire, il n'est pas dans le marché, comprendre vraiment qui on a en face de nous, parce que c'est pas tant le candidat qui n'ira pas, c'est parfois le client qui n'a pas compris qui il avait en face de lui, et notre rôle c'est aussi ça, c'est de faire de l'intermédiation entre un candidat et un client donné, et parfois le problème c'est plus comment on va évaluer son client. On pense avoir tout compris, finalement il y a plein de sujets qui vont arriver au fil de l'eau où on n'aura pas compris qui finalement gère le poste, qui va être décisionnaire sur certains points, et c'est plus ça parfois qui est à juger
qu'un candidat en situation d'entretien, parce que ça c'est finalement après son environnement, ça sera là où il va travailler et ça sera ça qui fera la réussite ou pas d'un. Tu fais des RH, hein. Ouais. Évangéliser, intermédiation. Ouais, un peu. Après, on parle beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'entreprise, un peu qui arrivent en fait et qui veulent travailler pour la première fois dans l'entreprise. Moi, je me rends compte que dans le recrutement, il y a aussi beaucoup de gens qui sont déjà des satellites de l'entreprise, qui ont été des consultants, qui ont été dans des cabinets de recrutement, qui sont peut-être même des fournisseurs, qui travaillent déjà en fait pour l'entreprise et qui à un moment donné basculent un peu à l'intérieur, mais ils sont déjà à l'intérieur. Et en fait, cette population satellite, on en prend, je trouve pas suffisamment conscience et qui ne nécessite pas forcément justement de passer par des entretiens. Mais je trouve que d'un point de vue recrutement, de s'intéresser justement à des gens qui travaillent déjà, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, par exemple dans les écoles, on met en place des groupes de travail qui travaillent sur des problématiques pour nos entreprises. On fait par exemple au sort du directeur marketing, on fait déjà travailler la personne, voilà. Et c'est presque prendre un temps d'avance et de faire travailler avant de faire rentrer. Voilà. Et je trouve que on parlait d'innovation, mais je trouve que c'est une tendance qui est intéressante, d'autant plus qu'on est de plus en plus frileux à recruter parce que voilà, c'est engageant aujourd'hui un recrutement en France. C'est la même chose aux États-Unis ou à Londres où on est capable de prendre un individu, de le prendre, voilà. En France, c'est engageant. On n'a pas le droit à l'erreur dans le recrutement. Donc toutes les possibilités où on peut faire travailler la personne avant dans des cas et essayer d'imaginer comment justement intégrer cette personne sur un petit temps de travail et d'être déjà dedans sans être complètement dedans, je trouve que ça enlève le risque, c'est beaucoup plus intéressant et effectivement, bon, il y a des entretiens, mais ça peut être une autre forme de... C'est une période d'essai ce que vous dites en fait, et au final il n'y a rien de plus crédible effectivement que de voir si la personne est compétente lorsqu'elle fait le travail. Donc, et on n'est plus dans les mots, on n'est pas dans la séduction, on n'est pas dans l'interprétation, on est dans les faits, on est sur des actes et sur des résultats. Et là, on est déjà dans un process qui est bien avancé pour en arriver là. Je ne sais pas, mais ça peut être une nouvelle tendance de recrutement. Déjà, d'avoir cette capacité à avoir ce sas de travail intermédiaire, périodique. C'est pas ça, après, je pense les candidats qui ne pensent pas forcément à cette entreprise et le fait de travailler en amont, on se dit tiens là, c'est quelque chose qui peut me plaire. Et sur des pools, par exemple, on a plein de projets qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de ressources. Pourquoi on ne développe pas une façon de créer un mini pool de personnes qu'on recrute sur un mois juste pour développer ce projet-là et qui deviennent finalement un vivier, qui viennent ensuite intégrer les équipes sur un projet transversal ou micro et qui est une nouvelle façon. Est-ce que ça ne tuerait pas non plus le rôle du recruteur? C'est ça, cette capacité à fonctionner sur du travail variable. Mais le rôle du recruteur, c'est aussi d'aller trouver la bonne ressource, de l'identifier. Donc est-ce que ça ne tuerait pas le rôle du recruteur dans ce cas-là? Quelle serait la place du recruteur? Il faut que le recruteur il s'adapte. Il faut que le recruteur il évolue. Les personnes sont sélectionnées aussi pour faire si vous faites des stages, vous allez sélectionner certaines personnes. Comment vous les sélectionnez? C'est ça, c'est-à-dire l'étape d'évaluation. Vous faites un entretien. Juste, vous faites une étape avant. Moi j'ai trouvé que le propos de Paul qui dit on peut avoir un très bon candidat et pas un bon professionnel, j'en rencontre bien sûr, mais c'est le risque. Je veux dire, dans un recrutement, on est sur de l'humain, donc on prend un risque effectivement. Mais à un moment donné, il faut se faire confiance, il faut faire confiance à l'opérationnel, c'est aussi notre job. Moi je ne trouve pas que les RH prennent des risques. Si je peux me permettre d'être un peu provocateur, on se met énormément, les candidats passent 6-7 entretiens avant qu'on choisisse la personne. C'est très très long. La prise de risque, elle est vraiment, elle est d'inefficacité. Aussi, ce que vous racontiez sur le pourcentage de réussite d'un recrutement. C'est aussi notre rôle en tant que cabinet, de proposer, nous, des gens qui sont outsiders, qui sont en dehors de la grille, justement, pour amener à un moment nos clients à prendre des risques. Leur dire, bah voilà, là, ok, vous m'avez demandé 5 profils comme ça, et là, moi, je vous en amène un 6e, il n'est pas dans la plaque pour plein de choses, par contre, lui, vraiment, il y a quelque chose. Prenez quelque chose pour le voir. C'est parfois un vrai parcours du combattant pour nous de faire admettre ça, parce qu'on est en dehors de la plaque, mais il s'est passé quelque chose avec cette personne-là, on a identifié une compétence, on a identifié vraiment quelque chose qui... Et moi, je crois que c'est ce que j'adore le plus dans du métier. Et je pense qu'en tant qu'en plus RH dans une entreprise, vous avez plus de légitimité à faire ça auprès de vos opérationnels. Parce que vous faites partie de la même société,
donc il y a un lien de confiance qui d'emblée est instauré, alors que nous, en tant que cabinet, donc extérieur, etc., je pense que potentiellement on se fait plus bâcher quand on prend des risques à vouloir faire ça, il faut vraiment bien réfléchir. Juste pour rebondir, pour moi les RH et notamment l'entreprise prennent vraiment des risques parce qu'à partir du moment où moi je propose un candidat à un opérationnel, ils le recrutent, on le valide ensemble, le risque il est mesuré sur le chiffre d'affaires si la personne ne fait pas l'affaire. Je prends un vrai risque à ce moment-là. Et la confiance qui peut diminuer si à chaque fois je propose pas les bons. Oui, puis il y a un terme qui est beaucoup à la mode en ce moment, c'est le RH business partner. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si vous êtes tous dans des entreprises où il y a 6-7 recrutements, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre de 2-3 aux entretiens de recrutement. Et aujourd'hui, l'enjeu du RH, c'est aussi d'avoir une posture vraiment de conseil. Et d'ouvrir et d'éduquer aussi un petit peu. L'efficacité, on la mesure à la satisfaction à leurs clients internes et puis clients externes. Il faut quand même relativiser, parce qu'en France, on a quand même tendance à recruter des clones. Non, mais est-ce qu'on recrute quelqu'un qui a fait le même travail ou est-ce qu'on recrute sur un potentiel? Parce que si effectivement on veut recruter un clone, là c'est facile, les questions qu'on pose c'est bon, alors vous avez fait ça chez notre concurrent. Non, mais je dis pas que j'ai pas cette envie et cette tendance, mais il suffit de voir aujourd'hui le chômage des plus de 50 ans, les problématiques des jeunes à trouver un job, etc. Ça vient d'où? Ça vient de notre frilosité, la frilosité des entreprises aujourd'hui à prendre des risques. Alors ça se replace peut-être dans un contexte global qui était un contexte de droit social, etc. Enfin, le constat, il est là. On n'est pas des va-t-en-guerre sur ce thème. Je serais curieuse de savoir, quand vous proposez des candidats qui sont un peu outsiders, vous appelez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils les prennent ou pas? Ça dépend du client. Je crois que ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec notre client déjà. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure de la confiance et du boulot qu'on a en amont, ça fait vraiment partie de notre métier à nous, d'arriver à, dès le départ, moi c'est l'une des premières questions que je pose en premier entretien de départ avec un recruteur. Si demain j'ai un candidat vous m'avez donné votre job posting là, si demain j'ai quelqu'un qui n'est pas dans la plaque, qu'est-ce qui se passe? Pour identifier quelle est l'ouverture qu'il va avoir. J'ai des gens qui vont dire c'est pas la peine, et puis d'autres qui vont dire ok, pourquoi pas. Et ça va être notre métier à nous de pouvoir vendre ça. Et plus on va avoir d'éléments là-dessus, moi j'ai des clients qui sont ok pour prendre le risque et qui reçoivent la personne. Et souvent ça se passe, ça peut marcher de cette façon-là. De la même façon que quand on fait une pré-qualif, nous, un CV à qui on fait une réponse négative, on laisse toujours la porte ouverte à nos candidats en disant écoutez, pour l'instant, nous, on vous donne une réponse négative, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des éléments complémentaires à nous donner. Je vais dire que sur 10 candidats qui me recontactent dans ces cas-là, il y en a au moins 3 avec lesquels je vais dire peut-être qu'il y a quand même quelque chose et je vais refaire un entretien. Et sur ces 3, il y en aura peut-être un que je vais présenter. Et il y a un truc auquel je pense là, c'est que nous, je pense qu'en tant que cabinet, on le fait plus systématiquement. On réactive, entre guillemets, les candidats à qui on n'a pas réussi à trouver des jobs il y a 1 an, 2 ans, ou alors qui finalement ont trouvé avant que nous on leur en trouve un, etc. Parce que je sais pas, j'ai pas trop de recul, mais j'ai l'impression que les entreprises le font un peu moins. De rappeler les anciens, les gens même qu'ils ont rencontrés, qui ont été rencontrés. Ça dépend des profils et de l'intérêt du profil, je veux dire, pour l'un ou l'autre des postes. Si effectivement on a eu un coup de cœur pour une personne, on va penser à son dossier, on va le ressortir et c'est quelqu'un qu'on va suivre. Sinon, de façon générale, au regard des volumes à traiter, etc., c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps de recontacter des candidats qui n'auraient pas fait acte de candidature, ce genre de choses. Alors, ça peut être des gens qui nous donnent des contacts aussi, qui vont réactiver. C'est un temps, du coup, d'entretien. Je parle à partir du moment où vous avez rencontré la personne d'entretien. C'est un temps que vous avez accordé à cette personne-là. Si ça n'a pas marché pour une raison ou pour une autre, on va repositionner effectivement sur d'autres profils. Exactement. Si vous faites quoi, si ça se trouve en 2 ans, 3 ans, la personne a beaucoup évolué et les raisons pour lesquelles vous n'avez pas retenu sa candidature, bien sûr. À ce moment-là, ça dépend des profils. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voulais juste aborder un autre sujet parce qu'on a beaucoup parlé de l'entretien, est-ce que le candidat peut faire pour nous en tant que recruteur. Il y a une autre salle où on parle également de l'expérience candidat. Et l'entretien, est-ce qu'au final, on ne le fait pas un petit peu pour le candidat aussi parfois? En termes, est-ce qu'il est utile? Il va être utile pour le candidat parce que le candidat va avoir envie, c'est ce qu'on va... la perception du candidat à sentir que l'entretien est utile ou que le processus de recrutement lui a permis de se défendre. Il faut qu'il sorte de l'entretien en se disant j'ai eu ma chance et que je sois pris ou pas pris, j'ai senti qu'on m'a permis de me défendre. Donc des fois, il faut savoir aussi utiliser l'entretien et peut-être ou un temps de l'entretien pour poser des questions
qui vont pas forcément nous intéresser au sens strict du terme par rapport à ce qu'on recherche en termes de compétences ou autres, mais peut-être poser des questions pour que, peut-être des fois en début, quand on a un candidat qui est un peu stressé pour le détendre, et puis poser des questions par la suite, parce qu'il y a quelque chose, ça nous intéresse pas foncièrement, mais on sait qu'on en a besoin pour que le candidat, tout à l'heure tu me disais qu'il se livre juste avant, et c'est un peu ça aussi, ça compte, on veut que le candidat il sorte satisfait, on veut que le candidat il soit intéressé et motivé. Aujourd'hui on est quasiment sur tous les profils, on travaille à flux tendu avec des pénuries, malgré le chômage effectivement et malgré les profils atypiques qu'on peut avoir en France. Donc, est-ce que ça vous arrive d'avoir des entretiens ou d'avoir des questions particulières que vous posez à l'intention du candidat pour lui? Ouais. Et pour le faire évoluer aussi, si on a un candidat dont on identifie que ça ne va pas être possible sur cette opportunité-là, parce que ça peut arriver, on a pu avoir un super CV, un bon premier contact, une pré-qualif, puis quand on reçoit le candidat pour tout un tas de choses, ça peut être mener l'entretien jusqu'au bout pour le faire évoluer, soit le réorienter différemment, peut-être sur un autre poste qu'on aura nous aussi, mais pour qu'il en ressorte avec quelque chose. Je suis recruteur en cabinet aussi, donc ma question c'était plus dans une logique de marque employeur en fait. Oui. Il faut surtout si l'entretien, je dirais, négatif, puisque à la fin de l'entretien, on peut aussi déjà sentir en disant ok, ça va pas aller, c'est de terminer vraiment sur une note positive. Donc on parle de satisfaction du candidat comme ça, même si c'est négatif, on peut lui donner déjà un feedback à ce moment-là, que ce soit un feedback sur sa présentation, sur son CV, qui sorte avec au moins une clé de l'entretien, qui sort de l'entretien en disant ok, j'ai pas perdu mon temps, j'ai discuté avec un recruteur. Derrière, vous vous connectez avec lui sur les réseaux sociaux s'il a envie, mais allez plus loin sur, ben voilà, votre CV, il y a peut-être ça qui ne marche pas dedans, ou mettez plus, comme vous avez eu une discussion, mettez telle compétence en avant, ou telle tâche que vous avez fait, telle responsabilité, à lui après de le prendre en main et de faire le changement nécessaire s'il a envie de le faire aussi. C'est nécessaire. Pour moi, c'est un des points. C'est pire que ça. Moi, je pense que pendant très longtemps, j'ai été obsédé par une chose, c'était de me dire, je vais avoir une personne en face de moi qui est peut-être aujourd'hui dans une grande détresse, qui cherche du boulot depuis 9 ou 10 mois, qui a quitté sa femme, son gamin est malade, etc., et je vais lui dire non à la fin de l'entretien. Et la personne se pend. Non mais vous savez, chacun son. Non mais on a une vraie responsabilité à un moment donné, un vrai impact sur la manière dont on va présenter les choses. Oui. Donc c'est aussi cette conscience-là à un moment donné qui fait qu'on va faire moi ce que j'appelle un déclosing, c'est-à-dire une fin d'entretien, à la fois pour être dans le service, l'image de l'entreprise, mais en se disant mais le nom que je vais dire à cette personne, qu'est-ce que ça représente? Bon, alors soyons pas angéliques parce qu'on sait aussi nous les cabinets combien de fois il y a des candidats qui sont pas recontactés, à qui on donne pas de réponse ou qui rappellent, etc., etc. Mais je pense qu'il faut qu'on ait ça dans un coin de notre tête. En complément, aujourd'hui, sur chaque réponse, on laisse la possibilité avec un numéro de téléphone dédié, portable, au candidat de rappeler pour lui faire un débriefing. Et c'est rarement demandé par les candidats. Il y a une question là. Voilà. C'est pas une question. C'est une... Oui, pardon. On a trop parlé. Par rapport au feedback, j'ai travaillé dans un grand cabinet de conseil, on ne voulait jamais de feedback immédiat, parce qu'on trouvait que c'était extrêmement délicat, que justement ça pouvait avoir un impact extrêmement négatif et dangereux sur la personne, et qu'en plus on a des faisceaux d'indices juste à un instant T, et que c'est extrêmement délicat de faire un retour qui va marquer la personne définitivement, alors qu'on l'a vu que 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 quarts d'heure, etc. Et que c'est pour ça que ça peut s'envisager dans un deuxième temps. Si la personne, effectivement, après, avec un numéro de téléphone, souhaite en savoir plus, auquel cas on aura pu corréler les différents faisceaux d'indices qui permettront de faire cet éventuel feedback. Mais le faire dans l'immédiateté, moi, c'était quelque chose qu'on faisait. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce qu'à partir du moment où il est fait sur factuel et qu'il est fait sur des faits, à partir du moment des choses du déclaratif et qu'il est bien travaillé, ça dépend comment il est fait en fait. S'il est fait uniquement sur l'émotionnel, vous avez une tête, machin, on n'a pas envie de vous voir. Je caricature, ça sera pas ça, mais si le feedback il est bien fait, factuel, il n'y a pas de raison que le candidat le prenne mal. Et puis c'est aussi du courage. Et c'est du courage. Il y a toujours de facile à mon avis. Alors, il y a toujours de l'émotionnel. D'où l'importance de l'évaluation des compétences. Mais oui, mais dans le feedback, voilà. Là on y vient. C'est plus simple. Sur l'assessment, etc. Il y a souvent un côté, on dirait c'est pas toi, c'est moi. Enfin, limite, les limites quand on dit non au candidat, il y a ce côté. Les gens vont pas toujours en fond. Et puis ça dépend si on a je suis absolument désolé. La certitude. Merci à tous et à toutes. Merci,
Voilà, l'entretien utile et efficace.